Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'histoire du programme de troisième, la séquence 7, sobrement intitulée La guerre froide 1945-1991. Séquence majeure pour tenter de comprendre le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, parce qu'il est à bien des titres l'héritier de la guerre froide de la deuxième moitié du XXe siècle. Et du reste, peut-être as-tu entendu parler d'un retour de la guerre froide à l'occasion des très mauvaises relations entre la Russie de Vladimir Poutine et l'Occident, c'est-à-dire les Européens de l'Ouest et les Américains. On parle aujourd'hui, à l'occasion de la guerre russo-ukrainienne, d'une nouvelle guerre froide, donc c'est important de savoir de quoi on parle. Sachant que l'adjectif froide, c'est pas évident à comprendre, hein, ça fait partie de ces notions un petit peu mystérieuses, comme a pu l'être à une certaine époque ce qu'on appelait le Front populaire. Voilà, c'est quoi la guerre froide? Eh bien, c'est une des questions à laquelle nous allons essayer de répondre. Et plus globalement, nous allons tenter de répondre à la problématique de la séquence qui peut être formulée de la manière suivante. En quoi peut-on parler de bipolarisation de la planète au temps de la guerre froide ? La recette reste inchangée, c'est-à-dire que nous allons garder la même démarche, le même scénario pédagogique. Nous allons dans un premier temps planter le décor spatio-temporel, dimension géographique dans le grand A, dimension chronologique temporelle dans le grand B. Et puis nous ferons à nouveau un détour par l'histoire des arts, ce qui sera l'occasion de découvrir un personnage que tu n'attendais peut-être pas dans ton programme d'histoire. Eh ben, c'est Captain America. Et tu verras que y a une raison très précise pour cela. Et puis ensuite, nous travaillerons ensemble 4 dossiers thématiques qui nous permettront de couvrir les différentes problématiques, les différents enjeux de la guerre froide entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 1990. Et nous allons commencer par planter le décor spatial de la guerre froide et découvrir en quoi il s'agit d'un monde bipolaire entre 1945 et 1991. Et si tu te demandes ce que signifie l'adjectif bipolaire, eh bien, coupé en deux me semble être une très bonne définition. Pour construire notre carte de la guerre froide et de la bipolarisation de la planète, il faut déjà s'appuyer sur une carte existante. Eh bien, la voici. Et c'est vrai qu'au premier regard, il faut bien reconnaître qu'elle apparaît un peu complexe. J'ajoute que la légende de cette carte est certes très riche, et il ne faut pas te laisser impressionner par elle, mais c'est inévitable. On a sous les yeux 50 ans de relations internationales après la Seconde Guerre mondiale, donc ça n'est pas rien. Et évidemment, ça va expliquer la complexité de la légende que nous allons maintenant décortiquer ensemble pour mieux comprendre ce que fut la guerre froide et la bipolarisation de la planète dans sa dimension véritablement géographique et mondiale.
Alors je précise que si la carte est à projection polaire, ça n'est pas pour le plaisir de rajouter de la difficulté à la difficulté, c'est parce que ça a un intérêt historique. Cette vision du monde est celle qu'ont les soviétiques, c'est-à-dire les habitants de l'URSS, au milieu des années 1950, c'est-à-dire après la mort du dictateur totalitaire Joseph Staline. Voilà comment le monde se présente aux yeux des soviétiques et de leurs alliés. Et pour comprendre la carte, il faut se servir immédiatement de la légende. Et la légende t'apprend que tout ce qui est en... Alors, l'immense espace en rose très très foncé, c'est l'immense union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS. L'URSS en version XXL, c'est-à-dire l'URSS des années 30, celle de Joseph Staline, plus les annexions de territoires à la faveur de la victoire de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que l'URSS a repris à peu près tout ce que l'Empire russe avait perdu en 1918. Ensuite, en rose soutenu, couleur de la Chine ou de l'Algérie par exemple, ce sont les alliés de l'URSS. Et comme tu peux le voir, particulièrement sur l'Europe et sur l'Asie, les pays qui sont alliés de l'URSS, comme la Chine en Asie, ou comme, la Tchécoslovaquie, la Pologne en Europe, font littéralement bloc avec l'URSS, puisqu'ils sont frontaliers de l'URSS, soit à l'ouest de l'URSS, pour les pays que je viens de citer, c'est-à-dire la Pologne ou la République tchèque, enfin la Tchécoslovaquie plutôt d'ailleurs, plutôt que la République tchèque. Et s'ils ne sont pas frontaliers de l'URSS à l'ouest, ils le sont à l'est, au sud-est, c'est-à-dire que la Chine ou la Mongolie partagent des frontières communes avec l'URSS. Et c'est la raison pour laquelle on va parler du bloc. Alors, au choix du bloc soviétique, du bloc communiste, mais de toute façon, c'est l'un des premiers blocs. Si tu le préfères, c'est le premier monde de la guerre froide. C'est le premier pôle de la guerre froide. Et ce premier pôle de la guerre froide, nous allons le cartographier immédiatement. Alors, surprise, le fond de carte que nous allons compléter ensemble, comme tu peux le voir, il a une allure un peu particulière. C'est voulu. Là aussi, c'est pas pour embêter le monde, c'est pas pour rajouter de la difficulté, c'est au contraire pour te simplifier la vie. Parce que le plus simple pour moi, ça aurait été de te faire refaire la carte que nous venons de voir, projection polaire, ou mieux encore de la photocopier directement et de m'en débarrasser. Mais c'est pas ma démarche, parce que pour bien comprendre les enjeux de la guerre froide, il faut avoir la carte de la guerre froide en tête. Et pour faire la carte de la guerre froide, pour l'avoir en tête, il faut la fabriquer soi-même, littéralement. Sauf que, comme c'est une carte qui peut être très très compliquée, il faut essayer de simplifier autant que l'on peut. C'est le service que je peux te rendre. Et c'est pour ça que j'ai schématisé les différentes régions du monde. Alors pour l'instant, évidemment, ça n'a pas grand sens, c'est sûr, mais comme on va bâtir cette carte progressivement, j'espère que tu y trouveras ton compte. Pour ne pas rajouter la difficulté à la difficulté,
j'ai gardé une projection de type classique, c'est-à-dire que je n'ai pas pris la logique de la projection polaire. Faut pas non plus exagérer. On va commencer par des choses simples. On va commencer par quelques repères maritimes qu'on va remettre sur la carte. Ça nous fera une révision utile pour la géographie, pour le brevet, on ne sait jamais d'ailleurs. Donc on va replacer les 3 océans majeurs que sont l'océan Pacifique, donc à l'ouest de la carte, l'océan Atlantique, qui sépare les Amériques de l'Europe et de l'Afrique, et enfin l'océan Indien, auquel on va rajouter l'océan glacial arctique. Alors c'est pas pour le plaisir de compliquer la carte, mais parce que là l'océan glacial arctique a véritablement son intérêt dans la logique de la guerre froide, et tu ne vas pas tarder à comprendre pourquoi. De même, je t'invite à identifier le détroit de Bering, ce détroit qui sépare à hauteur du cercle polaire arctique, qui sépare donc l'Asie de l'Amérique du Nord. Et donc, si tu te demandes ce que vient faire à gauche de la diapo, à l'extrême ouest, cette flèche qui paraît perdue, en fait, cette flèche correspond à la flèche la plus à droite de la diapo, c'est-à-dire le détroit de Bering. C'est-à-dire que comme la Terre est ronde, en réalité, ça veut dire que l'Asie et l'Amérique du Nord sont extrêmement proches l'une de l'autre et ne sont séparées que par le détroit de Bering, justement. Et là aussi, ce détroit va avoir son importance dans la logique de bipolarisation de la guerre froide. Et tu vas pouvoir commencer à t'en rendre compte de l'importance du détroit de Bering, parce que justement, l'Union soviétique est frontalier du détroit de Bering. Et l'Union soviétique, l'URSS, est la superpuissance à la tête du bloc de l'Est, du bloc communiste, du bloc socialiste, du bloc soviétique, appelle-le comme tu veux, du moment que ça commence par bloc. C'est le leader du monde communiste, auquel on va rajouter les pays d'Europe de l'Est, alors, qui n'ont pas été annexés par l'URSS. Ces territoires en rose ne sont pas devenus des provinces, des régions de l'URSS. Officiellement, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, et j'en oublie, restent des pays indépendants. Mais comme ils ont été libérés, entre guillemets, par l'armée rouge, que l'armée rouge reste présente et assure la sécurité de ces pays, eh bien, ces pays sont en réalité contrôlés par Staline, puis après sa mort par son successeur Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS, et les chefs d'État ou de gouvernement qui dirigent ces pays d'Europe de l'Est ne sont que des pantins, que des marionnettes aux ordres de l'URSS, ou comme on dit à l'époque, aux ordres de Moscou, ce qui revient exactement au même. Mais comme la communication est importante, comme l'apparence est importante, Staline puis Nikita Khrouchtchev refusent de considérer ces pays d'Europe de l'Est comme des marionnettes entre leurs mains,
font valoir que le gouvernement sont d'ailleurs des démocraties, puisqu'il y a des élections, sauf que ces élections sont truquées, et que les habitants, de toute façon, sont obligés de choisir entre des candidats du même parti, puisque c'est le seul parti autorisé, le parti unique, c'est-à-dire le parti communiste. Donc en réalité, ce sont des dictatures, mais ça fait rien. On se refuse à les reconnaître comme des dictatures à Moscou, et on les appelle au contraire des démocraties populaires. Ces démocraties populaires de l'Europe de l'Est, qui vont être rejointes dans le bloc communiste, socialiste, le bloc de l'Est, par plusieurs pays d'Asie qui vont basculer dans le communisme à la toute fin des années 1940, puisque la Chine en particulier devient communiste après la prise du pouvoir du révolutionnaire Mao Zedong, Mao Tse-tung, peu importe comment on prononce, le dirigeant chinois qui est représenté sur la fiche de propagande, et qui va se dépêcher de signer des accords politiques avec son voisin soviétique. Et la Chine n'est pas la seule puissance asiatique qui va adhérer au bloc communiste, puisque bascule dans le communisme dans cette région du monde, en même temps que la Chine, et la Corée du Nord, et le Vietnam du Nord, ces deux pays ayant en commun d'être tous les deux coupés en deux, avec à chaque fois la moitié nord dirigée par les communistes, et la moitié sud dirigée par des pays anticommunistes. Eh bien tiens, toi qui te demandes depuis tout à l'heure ce que veut dire bipolaire, eh ben je peux te le dire maintenant. La Corée et le Vietnam sont dans une logique de bipolarisation, c'est-à-dire coupés en deux, chaque moitié du pays ayant rejoint l'un des deux blocs de la guerre froide. En fait, bipolaire, ça veut dire coupé en deux. D'où d'ailleurs le titre de ma carte, parce que je trouve que c'est plus clair de parler de monde coupé en deux, pour expliquer ce que veut dire bipolarisation. Ajoutons au bloc de l'Est, au bloc communiste, au bloc socialiste, la petite île de Cuba, qui, à partir de 1959, donc 10 ans après la Chine, va également connaître une révolution qui va chasser du pouvoir le dictateur local, soutenu par les États-Unis, et qui va être remplacé par un révolutionnaire, Fidel Castro, là le barbu à gauche sur la photo, flanqué de son lieutenant célébrissime Che Guevara. Les deux hommes ne vont pas s'entendre très longtemps et Che Guevara ira faire sa révolution ailleurs. Il se fera tuer en Amérique latine, d'ailleurs assez rapidement. Mais ce qui compte, c'est que le communisme a pris pied, le communisme ou le socialisme, peu importe, a pris pied en Amérique du Sud, puisqu'il est présent à Cuba, c'est-à-dire accessoirement aux portes des États-Unis d'Amérique. Pour en finir avec le panorama du bloc de l'Est, eh bien, je dois mentionner un cas très très particulier, la Yougoslavie. La Yougoslavie devrait, en toute logique, faire partie des alliés de l'URSS et à ce titre faire partie du bloc de l'Est. Et ça n'est pourtant pas le cas.
Alors ça tient à une raison toute simple, c'est que bien que située à l'est de l'Europe, la Yougoslavie n'est pas une démocratie populaire. C'est une dictature, mais ça n'est pas une démocratie populaire parce que cette dictature n'est pas contrôlée par Moscou, n'est pas contrôlée par l'URSS, c'est même tout à fait le contraire d'ailleurs. Le dictateur qui s'appelle Tito, le maréchal Tito, n'obéit pas à Staline, bien au contraire d'ailleurs, et c'est ce qui va valoir à la Yougoslavie d'être rejetée hors du bloc de l'Est. Les relations entre Tito et Staline sont très mauvaises, puisque d'ailleurs Staline va essayer de faire assassiner à plusieurs reprises Tito. En fait, les Yougoslaves sont indépendants et ils peuvent se permettre le luxe d'être indépendants de Moscou pour une raison toute simple, c'est que c'est le seul pays d'Europe de l'Est qui s'est libéré par lui-même, qui n'a pas attendu d'être libéré par l'armée rouge, au contraire d'ailleurs, qui a chassé l'occupant allemand tout seul, et c'est parce que l'armée rouge n'est pas présente en Yougoslavie que le maréchal Tito peut s'offrir le luxe de se fâcher avec le bloc de l'Est, avec le monde socialiste, avec Staline. Alors évidemment, le prix à payer, c'est que comme la Yougoslavie est considérée comme le faux frère, la Yougoslavie se retrouve isolée. Elle ne peut évidemment pas se jeter dans les bras des États-Unis, l'ennemi juré, puisque sa logique, son économie, sa manière de diriger est socialiste, mais c'est le faux frère, c'est une sorte de traître qui est donc rejeté du bloc de l'Est. Maintenant que nous en avons fini avec le bloc de l'Est, le bloc socialiste, le bloc communiste, il est temps de nous lancer à la découverte du camp d'en face. Eh bien oui, puisque tu l'as compris, la guerre froide entraîne la bipolarisation de la planète, donc il faut bien qu'il y ait deux camps qui se fassent opposition, l'un l'autre. Et donc, ce deuxième bloc, c'est le bloc en bleu foncé et bleu clair. Et donc, de la même manière que l'URSS est la superpuissance qui dirige le bloc de l'Est, les États-Unis d'Amérique, l'autre grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, va naturellement prendre la tête de la croisade anticommuniste, anti-bolchevique, antisocialiste, et va donc devenir la superpuissance du bloc, alors tu peux l'appeler le bloc de l'Ouest, le bloc occidental, peu importe son nom, mais c'est toujours le deuxième bloc de la guerre froide. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir positionné le détroit de Bering, parce que comme tu peux le voir avec cette projection polaire, l'URSS de Staline et les États-Unis des différents présidents américains qui se succèdent au cours de la période, Truman, Eisenhower et quelques autres, ont des frontières communes. Et non seulement ils ont des frontières communes, mais du coup ils sont logiquement extrêmement proches. Le détroit de Bering, c'est un espace finalement de quelques dizaines de kilomètres, et qui plus est, parce qu'on ne parle pas encore de réchauffement climatique à l'époque, pris par la banquise, pris par les glaces, les 2/3 de l'année. Donc ça veut dire qu'en théorie, les hommes peuvent passer de l'URSS et donc de l'Asie à l'Amérique du Nord et donc les États-Unis, l'État de l'Alaska, à pied. Et c'est ce qui va expliquer que le détroit de Bering va devenir, au temps de la guerre froide, l'une des frontières les plus contrôlées, les plus surveillées sur le plan militaire au monde.
Et je pense qu'avec le retour de la guerre froide entre les États-Unis de Joe Biden et la Russie de Poutine, je pense ne pas prendre beaucoup de risques en te disant que l'Arctique, et plus particulièrement le détroit de Bering, reste aujourd'hui une des régions les plus surveillées sur le plan militaire. Et donc, ça donne quoi sur notre fond de carte? Eh bien, ça nous donne les États-Unis, superpuissance à la tête du bloc de l'Ouest. Et je t'invite à modifier très légèrement le coloriage du fond de carte que je t'ai distribué en fonçant un peu la partie la plus au nord ouest du Canada, parce que c'est un territoire des États-Unis, c'est l'Alaska, et du coup ça permet de mieux voir à quel point les États-Unis et l'URSS se font face à face de part et d'autre du détroit de Bering. On peut dire que le détroit de Bering est donc particulièrement bipolarisé, coupé en deux par la guerre froide. Mais aussi vaste soit-elle, la superpuissance des États-Unis ne représente pas un bloc à elle seule. De même que l'URSS est entourée de nombreux alliés qui font bloc avec elle, eh bien, dans cette logique de monde coupé en deux, bipolarisé par la guerre froide, il en va de même pour les États-Unis d'Amérique, qui vont, avec le Canada, avec les pays de l'Europe de l'Ouest, avec les pays d'Amérique latine, à l'exception évidemment de Cuba, et avec un certain nombre de pays répartis dans le reste du monde, à commencer par l'Australie ou le Japon ou les Philippines, eh bien, l'ensemble de ces pays fait bloc et va constituer le bloc de l'Ouest. Et si tu regardes attentivement cette carte à projection polaire qui, je te le rappelle, représente le monde tel que le perçoivent au milieu des années 1950 les soviétiques, eh bien peut-être vois-tu pourquoi les soviétiques sont si méfiants, sont sur la défensive. Eh bien c'est parce que les États-Unis d'Amérique ont tissé des relations politiques, économiques, mais aussi militaires, avec des pays qui entourent le bloc de l'Est, et quand je dis entoure, je devrais choisir un terme plus agressif, qui encerclent littéralement le bloc de l'Est. Et c'est pas le fruit du hasard, tu t'en doutes, c'est tout simplement parce que les États-Unis ont décidé de pratiquer ce qu'ils appellent la politique de l'endiguement, c'est-à-dire comme une digue, un mur qui doit empêcher les vagues de l'océan de s'abattre sur l'intérieur des terres ou qui doit empêcher une rivière de déborder de son lit. Eh bien le but, c'est d'enfermer, d'emprisonner le bloc de l'Est et d'empêcher la peste communiste, la peste bolchevique, comme on disait dans les années 1920 ou 1930, empêcher cette peste de se répandre dans le reste du monde. On serait parano à moins que cela. Et du coup, eh bien, on va représenter... alors, je n'ai pas tous mis, mais les pays membres du bloc de l'Ouest,
qui ont signé des accords d'alliance avec les États-Unis d'Amérique, à commencer par l'alliance politique et militaire la plus connue de toutes, qui a d'ailleurs survécu à la guerre froide, puisqu'elle est encore d'actualité. Eh bien, c'est l'organisation du traité Atlantique Nord, l'OTAN, qui lie finalement le sort de l'Europe de l'Ouest à celui des deux États qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pour ça qu'on parle d'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Et tu l'auras noté, même si la France va parfois avoir un statut un peu particulier au sein de l'OTAN, la France fait partie, à l'époque de la guerre froide, fait partie de l'organisation du traité Atlantique Nord. Rajoutons quelques pays majeurs pour l'époque, qui vont être aussi des piliers de cette logique d'encerclement du bloc de l'Est par le bloc de l'Ouest, donc la Turquie, l'Iran, l'Australie, eh bien, le Vietnam du Sud, la Corée du Sud, forcément, qui sont sur la défensive face à la menace que font peser sur ces deux pays, la menace de la Chine, du Vietnam du Nord, de la Corée du Nord. Et n'oublions pas aussi le Japon. Et alors, petite parenthèse, tu vois que les choses ne sont pas figées dans le temps et que les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui ou l'inverse, parce que au temps de la guerre froide, les États-Unis et l'Iran sont des alliés très proches, qui font partie du bloc de l'Ouest tous les deux. Sauf que les choses ont beaucoup évolué parce que depuis la fin des années 1970, ces deux pays sont des ennemis plus ou moins déclarés, et que par exemple en Iran, les États-Unis, on ne les appelle pas les États-Unis, mais on les appelle le grand Satan. C'est tout dire. Après, il reste le cas de ces pays qui refusent d'adhérer à l'un des deux blocs de la guerre froide, ces pays qui ne sont donc ni en bleu ni en rouge, ces pays qui sont de la couleur un peu bistre, un petit peu marronasse, c'est-à-dire les pays qui sont essentiellement en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est, du Sud ou du Sud-Est, comme par exemple l'Inde ou le Bangladesh, des pays qui s'affirment neutres, mais le problème c'est que dans une logique de bipolarisation de la guerre froide, c'est très difficile, au-delà du discours, au-delà des apparences, d'être neutre. Parce que la politique de la bipolarisation tient dans une logique, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Or, ces pays d'Afrique et d'Asie, qui sont des pays fragiles, des pays qui pour la plupart viennent de naître puisqu'ils sont issus de la décolonisation, c'est-à-dire de la fin des empires coloniaux, notamment français et britanniques, eh bien ces pays qui viennent de naître, qui sont très pauvres, très dépendants, eh bien vont être sommés de choisir un camp ou l'autre pour profiter par exemple des dollars des États-Unis, parce qu'il faut reconnaître que c'est très tentant, ou pour tout simplement éviter d'être traité par l'un ou l'autre bloc comme un ennemi. Et donc ces pays qui sont officiellement neutres
et qu'on appelle non alignés, c'est-à-dire non alignés sur les États-Unis ou non alignés sur l'URSS, et bien en réalité, ces pays vont bien être obligés de choisir l'un ou l'autre des deux camps, des deux blocs de la guerre froide. Dans le cas de l'Afrique, les États africains, tant qu'il reste des colonies, notamment françaises ou britanniques, vont suivre, parce qu'elles n'ont pas le choix, la politique de la puissance coloniale. Les Français et les Britanniques sont des alliés des États-Unis, font partie de l'OTAN, font partie du bloc de l'Ouest. Donc, tant que les populations africaines et territoires africains font partie des empires coloniaux français et britanniques, il n'y a pas de mystère. L'Afrique va être dans le bloc de l'Ouest. Par contre, une fois que ces États africains vont gagner leur indépendance, alors là, ça va être différent. Certains pays d'Afrique vont se tourner vers les États-Unis attirés par les dollars, comme je viens de te l'expliquer. D'autres, pour régler leur compte, en particulier avec l'ancien colonisateur, vont choisir le camp d'en face, exprès. La France et le Royaume-Uni étant dans le bloc de l'Ouest, certains pays d'Afrique, commencer par exemple par l'Algérie, vont se jeter dans les bras du bloc de l'Est. Donc ces pays africains qui ont un sort un peu particulier, mais qui n'échappent pas à la bipolarisation, faut les colorier dans la légende en vert. Après, il y a encore quelques cas particuliers, et encore en Europe. Tout à l'heure, j'attirais ton attention sur le cas particulier de la Yougoslavie, qui aurait dû faire partie du bloc de l'Est, mais qui finalement se trouve rejeté du bloc de l'Est, par le bloc de l'Est. C'est le cas aussi de quelques pays, commencer par l'Autriche, la Suisse et l'Espagne, qui, pour des raisons différentes, sont dans une logique d'association avec le bloc de l'Ouest, pour des raisons politiques, idéologiques, économiques, mais qui choisissent ou à qui s'impose une politique de neutralité totale au temps de la guerre froide. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le bloc de l'Ouest, mais bien entendu, leur sympathie va nettement plus au bloc de l'Ouest qu'au bloc de l'Est. Et je t'invite à les colorier dans la légende en jaune. Alors dans le cas de l'Espagne, c'est simple. L'Espagne ne peut pas adhérer à l'OTAN tant qu'elle est dirigée par le dictateur Franco, parce que même si le dictateur Franco, on ne lui a pas fait d'ennui après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, le dictateur Franco, c'était quand même l'ami d'Hitler et de Mussolini, et donc c'est un personnage infréquentable, et à ce titre, l'Espagne ne peut évidemment ni être membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Elle reste un peu, même carrément isolée. Finalement, rares sont les pays véritablement ou à peu près véritablement neutres, officiellement non alignés sur l'un ou l'autre des deux blocs. Ces pays qui refusent donc cette logique de bipolarisation de la planète. Alors on va trouver essentiellement deux poids lourds de ce qui deviendra le tiers monde, c'est-à-dire ce troisième monde qui voudrait bien exister, mais un troisième monde dans un monde coupé en deux, ça va pas être facile pour lui de trouver sa place. Et les deux poids lourds de ce qu'on appellera le tiers-monde, c'est l'Inde et c'est l'Indonésie. Et ils peuvent se le permettre pour plusieurs raisons, et l'une des plus importantes, c'est que ce sont parmi les pays les plus peuplés de la planète, et qu'à ce titre, même s'ils sont très pauvres, ils ont quand même malgré tout un certain poids.
Les deux blocs ne se contentent pas d'être face à face comme deux boxeurs sur un ring. En réalité, ça serait presque comme dans un combat de MMA, ils sont enfermés dans la même cage. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux blocs ne sont pas éloignés géographiquement l'un de l'autre, c'est tout le contraire. Il y a donc même des zones frontalières qui séparent tout juste les deux blocs. J'ai parlé tout à l'heure du détroit de Bering, qui est une frontière physique, une maigre frontière physique entre l'URSS et les États-Unis, c'est-à-dire les deux superpuissances de la guerre froide. Mais les zones qui voient les deux blocs coexister de part et d'autre d'une frontière, eh bien en réalité on en trouve à de multiples endroits de la planète, et c'est ce qui va provoquer des situations dangereuses, des situations de crise, des risques de conflits militaires directs entre les deux blocs. Et c'est notamment le cas en Europe, puisque l'Europe, le continent européen, est littéralement coupé en deux, bipolarisé par la guerre froide. L'Europe de l'Ouest est plus ou moins associée au bloc de l'Ouest. Quant à l'Europe de l'Est, mis à part l'exception yougoslave, eh bien cette Europe de l'Est, elle a basculé dans le camp soviétique, et du coup, eh bien, la zone de contact entre ces deux Europes de l'Ouest et de l'Est est une zone dangereuse. Et s'il n'y avait que le continent européen de bipolarisé, de coupé en deux, mais dans le cas tout particulier de l'Allemagne, la situation est encore plus complexe. Parce que, bon, c'était pas le cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, mais c'est le cas en 1955, au moment de la carte. Eh bien, l'Allemagne est coupée en deux, ou plus exactement, c'est même encore plus compliqué que ça, il y a deux Allemagnes. Il y a deux Allemagnes qui se font face, de part et d'autre d'une frontière qu'on va appeler le rideau de fer. Alors, je t'expliquerai la signification de cette curieuse expression de rideau de fer le moment venu. À l'ouest du rideau de fer, on est en République fédérale d'Allemagne, la RFA, c'est-à-dire l'Allemagne protégée par les États-Unis, qui fait partie de l'OTAN. Mais par contre, de l'autre côté du rideau de fer, c'est-à-dire Berlin-Est, et bien là, l'Allemagne de l'Est plutôt, eh bien on est en République démocratique allemande, la RDA, qui est en fait pas du tout démocratique et qui est une démocratie populaire, c'est-à-dire encore une fois une dictature dirigée depuis Moscou par l'URSS dans son propre intérêt. Et si la bipolarisation de l'Allemagne s'arrêtait là, ça serait déjà une situation fâcheuse pour le peuple allemand, mais c'est qu'en plus, et on aura l'occasion d'y revenir le moment venu, l'ancienne capitale du Troisième Reich d'Hitler, la ville de Berlin, subit exactement la même logique de bipolarisation avec une moitié de Berlin, Berlin-Ouest, qui est rattachée au bloc occidental, et Berlin-Est qui est rattaché à la RDA. Et la frontière entre les deux moitiés de Berlin, alors là, s'appelle d'abord le rideau de fer, mais à partir de 1961 et jusqu'en 1989, et on tâchera de voir pourquoi, comment,
eh bien, le rideau de fer laisse la place à une frontière encore plus hermétique, c'est-à-dire le mur de Berlin. Et je t'invite à compléter les 3 éléments de légende de la carte. C'est la 3e partie de la légende, intitulée « Un monde dangereux ». Et dans ces conditions, Berlin devient, et l'Allemagne plus globalement, deviennent l'épicentre de la guerre froide, avec des crises majeures qui auraient pu, d'ailleurs pour l'une d'entre elles, c'est-à-dire celle de 1948-1949, provoquer peut-être un affrontement militaire direct entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique, donc autrement dit, aurait pu provoquer la Troisième Guerre mondiale, c'est tout simplement ce que cela veut dire. Et donc, comme l'Allemagne constitue, et Berlin en particulier, constitue l'épicentre de la guerre froide, eh bien, Berlin va être le théâtre de 2 crises majeures de la guerre froide que nous verrons le moment venu. Le blocus de Berlin 1948-1949 et la construction du mur de Berlin qui sera à l'origine d'une crise un peu moins grave, mais d'une crise quand même entre les 2 super grands. Donc je t'invite à compléter à la fois la carte et sa légende, la 3e partie de la légende. Mais la ligne de front entre les 2 blocs ne passe pas que par le rideau de fer entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. La ligne de front entre les 2 blocs soviétiques et occidentaux passe également par l'Asie. Et j'ai attiré ton attention tout à l'heure sur le fait que la Corée, mais aussi le Vietnam, un peu plus au sud, sont des pays coupés en 2. Alors, ça s'explique, je ne rentre pas trop dans le détail, mais ça s'explique par le fait que quand les Japonais ont été chassés de cette région à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les communistes ont réussi à prendre le pouvoir par la force dans la moitié nord de ces 2 pays, mais pas dans la moitié sud. Et donc du coup, notamment en Corée, eh bien, la ligne de front de la guerre froide passe au beau milieu de la péninsule coréenne, et ce qui devait arriver arriva. La Corée du Nord, soutenue par la Chine, elle-même soutenue par l'URSS de Staline, tente une invasion militaire de la Corée du Sud. Donc c'est une guerre qui éclate, guerre évitée à Berlin en Europe, mais provoquée en Corée en Asie. Et pour sauver du communisme la Corée du Sud, eh bien les Américains vont intervenir militairement, au risque de provoquer un engrenage et de provoquer finalement une 3e guerre mondiale, au risque d'affronter l'URSS. Eh bien, c'est cette guerre de Corée que le peintre Pablo Picasso, que tu connais bien maintenant, dont on a parlé, hein, rappelle-toi Guernica, va dénoncer à travers un tableau, alors qui n'est pas son plus célèbre, mais qui est quand même très célèbre, et qui s'intitule Massacre en Corée, avec la dénonciation par Picasso, qui ne cache pas ses sympathies communistes, même s'il n'a jamais été militant du Parti communiste, et qui dénonce donc les crimes de guerre attribués à l'armée américaine sur les populations civiles coréennes. Mais la crise la plus grave de la guerre froide, c'est sans doute la crise dite des fusées de Cuba, qui date de l'année 1962,
qui voit, comme le montre cette caricature sur laquelle on aura l'occasion de revenir le moment venu, là encore, d'assister à un bras de fer entre le président Nikita Khrouchtchev, le président soviétique, le successeur de Joseph Staline, et le président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy, qui est à droite en costume rayé sur la caricature. Et les deux hommes ont le doigt sur le bouton qui permettrait de déclencher un conflit nucléaire. Et là, tu verras qu'en 1962, le monde entier retient son souffle, parce que s'il y a une crise de la guerre froide qui a pu donner le sentiment que le monde était au bord de la Troisième Guerre mondiale et donc, disons-le clairement, de la fin du monde, ça a bien été avec la crise de Cuba. Et on verra pourquoi, comment, par qui elle a été provoquée. Et on verra que, paradoxalement, après cette crise, même s'il y a eu d'autres soubresauts, d'autres convulsions, d'autres crises de la guerre froide, là, le danger a été si menaçant que par la suite, les deux superpuissances ont veillé à ce que le scénario de la crise de Cuba de 1962 ne se renouvelle pas. Voilà, nous en avons fini avec la carte du monde bipolaire de la guerre froide. Je t'invite à t'en imprégner pour bien comprendre à l'avenir les différents enjeux de la guerre froide que nous allons étudier dans les séances à venir. Cette carte, qui n'est pas la plus simple, tu peux la retrouver sa vidéo. Je vais mettre un lien dans le cahier de texte de l'ENT pour que tu puisses à nouveau la visionner si tu as envie ou besoin de revoir la séance. À bientôt.